Le calme règne dans la ville de Bouaké après les manifestations contre la CIE, des manifestations qui ont viré à la violence. Les activités ont repris dans la ville, les populations vaquent sereinement à leurs occupations. Les activités ont aussi repris à Grand Bassam 4 mois après l'attentat. Les plages sont à nouveau fréquentées. Les commerces qui avaient fermé ont rouvert. La cité balnéaire est redevenue le lieu de détente par excellence. À l'étranger, 80 personnes ont été tuées et 231 blessées en Afghanistan après une attaque perpétrée lors d'une manifestation de la minorité chiite. L'attentat a été revendiqué par l'organisation État islamique. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, je vous donne lecture de ce communiqué. Le ministère des Affaires étrangères porte à la connaissance des populations ivoiriennes et des ressortissants burkinabés qu'à l'invitation de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération TAC entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se tiendra à Yamoussoukro du 25 au 29 juillet 2016 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Ce 5e TAC sera marqué par les travaux des experts les 25 et 26 juillet 2016 par un conseil conjoint de gouvernement présidé par les 2 premiers ministres les 28 juillet et enfin le 29 juillet par la conférence au sommet que coprésideront leurs excellences messieurs Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et Roch-Marc Kaboré, Christian Kaboré, président du Faso, président du Conseil des ministres et chef de l'État. Cette conférence au sommet portera sur l'évaluation de la mise en œuvre des décisions et recommandations de la 4e conférence et des accords signés entre les 2 pays dans le cadre du TAC. Plusieurs nouveaux accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso seront également signés à cette occasion. Instrument majeur de coopération multisectorielle, le traité d'amitié et de coopération a été institué pour redynamiser les relations fraternelles et historiques qu'entretiennent les 2 pays. La 5e conférence donc du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui se tiendra à Yamoussoukro du 25 au 29 juillet prochain a constitué l'essentiel des échanges entre le ministre des Affaires étrangères, Albert Mabry Touakeus, et le président burkinabé Roch-Marc Kaboré. Albert Mabry Touakeus était également porteur d'un message d'amitié et de fraternité du président Alassane Ouattara à son homologue burkinabé. Il est en déplacement au Burkina Faso. Le ministre Albert Mabry Touakeus, qui a assisté à l'installation du nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, on fait le point de cette cérémonie avec notre envoyé spécial Abou Sanougou. Le ministre des Affaires étrangères, Albert Mabry Touakeus, en mission au Burkina Faso, pays des hommes intègres. Ouagadougou, la capitale, et ses nombreuses motos nous accueillent. La ville est animée. Dans les jardins de l'ambassade de Côte d'Ivoire, dans le quartier Koulouba, se tient la cérémonie d'installation du nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire près la République du Faso. En effet, ce poste resté vacant depuis près d'une année après que le diplomate Abdou Touré a terminé sa mission, a désormais un occupant. Il s'agit de Kapielétan Xoro. Il a été installé officiellement par le ministre des Affaires étrangères Albert Mabry Touakeus en présence du ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la communauté ivoirienne. Mes impressions sont celles d'un diplomate heureux et très reconnaissant à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui nous a fait l'honneur de nous nommer à ce si prestigieux et si délicat poste. Nous allons travailler à développer davantage, à consolider, à perpétuer ces relations d'amitié. L'installation officielle du nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire près la République du Faso et celle du Burkina Faso près la Côte d'Ivoire est l'expression de la normalisation des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous sommes ensemble depuis l'histoire et nous continuons d'être ensemble pour travailler au progrès, pour travailler pour le développement de nos États, pour travailler également au rapprochement, parce que c'est dans le rapprochement que les 2 pays gagneront et c'est ce que traduit le traité d'amitié et de coopération dont les prochaines assises auront lieu à Yamoussoukro la semaine prochaine.
La présence du ministre Mabry ici pour installer l'ambassadeur de Côte d'Ivoire est un signe de l'engagement du ministre, mais aussi de l'ensemble des autorités de part et d'autre pour donner un nouvel élan à la relation entre nos deux pays. Et vous savez qu'on est en train de préparer le TAC. Tout ça, ça rentre dans le cadre des assises du traité d'amitié et de coopération. Cette installation particulière et la présentation des lettres de créance de façon simultanée est un signe donc, de cet engagement des différentes autorités. Et nous nous réjouissons qu'on en arrive là. L'ambassadeur Kapieletian Soro est un diplomate qui a fait ses preuves au département central à Abidjan, au Nigeria, puis au Libéria, où il était anciennement ambassadeur. Son installation s'inscrit dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Retour en Côte d'Ivoire après des manifestations contre la CIE à Bouaké. Le calme est revenu dans la ville. Les activités ont repris. Les populations vaquent avec sérénité à leurs occupations. Léon Brou. Rond-point de la gare routière au feu tricolore détruit par les manifestants. La police nationale en pleine activité de régulation de la circulation. C'est qu'après la chaude journée de vendredi, Bouaké a renoué avec son quotidien. De la gare routière au centre commercial en passant par le quartier Coco par exemple, magasins et autres commerces ont ouvert leurs portes. Les transporteurs sont également de service. Tous saluent le retour au calme, non sans condamner les événements de vendredi. Ça a engendré beaucoup de pertes au niveau des opérateurs économiques à Bouaké. Et chaque jour, nous, opérateurs économiques, on a des objectifs à atteindre. C'est avec timidité que nous on reprend les activités. Mais on pense bien que ça va aller. Les gens ont compris que ce qu'ils ont fait, que c'est vraiment un dégât pour la ville. Bouaké n'a pas besoin de tout ça, parce que Bouaké vient de loin. Les choses ont repris très normalement, très bien, ça va, on s'accroche. Seule fausse note de cette reprise d'activité, les banques. Elles restent encore fermées et gardées par les forces de l'ordre, lesquelles poursuivent leur patrouille pour rassurer la population et certainement dissuader les éventuels récidivistes manifestants. Les manifestations de Bouaké contre la CIE ont suscité des réactions. Cette fois, c'est le maire de la ville qui a appelé les populations à rester vigilants afin que de tels événements ne se répètent plus. Nous sommes obligés d'envoyer un cri de détresse à la population de Bouaké, à nos parents. Ce qui s'est passé est inadmissible. On ne peut pas accepter que pour des problèmes liés, certes, à la cherté de la vie, que des individus se transforment en loupards, prennent en otage la population et mettent la ville en quasi-situation d'insurrection. Cela n'est pas normal. Et cela appelle tout de suite au problème d'éducation. J'en appelle à nos parents pour qu'ils soient vigilants sur l'éducation de leurs enfants, qu'ils n'acceptent pas que certains vols qui ont été commis hier se réalisent, s'ils sont témoins des recels dans leur domicile, de certains vols, de certains pillages même qui ont eu lieu hier. Il est évident que cette situation démontre que ce ne sont pas seulement des consommateurs fâchés qui ont agi. Il y a en dessous des choses cachées. Et il faut ressortir ces choses cachées. Le calme est revenu et je pense que le calme doit se poursuivre. Et il faut que les populations vaquent à leurs occupations. La vie doit reprendre, même si dans certains bureaux comme ici, les choses vont être un peu compliquées. Les hommes de Dieu ont eux aussi appelé au calme après les manifestations de Bouaké. Ils ont invité l'ensemble des populations à cultiver la patience et le pardon. Hier, nous avons été témoins de certaines scènes dans la cité de Bouaké et nous avons déploré tout ce qui s'est passé. Alors nous venons, porteurs d'un message, demander à la population de se calmer et que les autorités vont plancher sur la situation. Alors nous demandons à toute la jeunesse, nous demandons
véritablement aux hommes religieux, nous demandons aux chefs traditionnels vraiment de parler à leur jeunesse, de parler à leur population et que sous peu, nous savons que les autorités auront un mot à dire. Demain, nous serons appelés aussi aux commandes. Si nous gâtons, si nous détruisons tout, avec quoi demain allons-nous diriger ce pays? Alors nous demandons à la jeunesse de ne plus jamais passer à de tels actes et d'avoir vraiment des comportements civiques. Aujourd'hui, on ne doit pas retomber dans ces comportements. C'est pourquoi nous déplorons vraiment cette situation qui se passe. La banque, c'est pour nous, c'est notre argent qui est là-bas. Nous qui sommes nés à Bouaké, nous avons nos papiers à la mairie, partout. Et si nous les déchirons, on va trouver papier où demain? Mais vraiment, c'est déplorable. J'appelle toute la population au calme. Après une rencontre avec les responsables de la compagnie ivoirienne d'électricité, l'association des consommateurs a annoncé des mesures. On écoute le porte-parole. À l'issue des négociations, nous, organisation de consommateurs, avons réussi à obtenir pour tous les ménages de Côte d'Ivoire, premièrement, le règlement sur une période de 12 mois de la facture du mois de juillet 2016 correspondant aux consommations des mois de mai et de juin 2016. Ainsi, chaque ménage pourra donc payer à son rythme la dite facture sur une période d'1 an. Deuxièmement, l'annulation de toute pénalité de retard générée sur cette facture pendant cette période. Nous avons également obtenu la mise en place immédiate d'un cadre permanent de concertation entre les autorités en charge du secteur de l'électricité et les organisations de défense des consommateurs. Dans ce cadre, seront abordées toutes les préoccupations des consommateurs, notamment celles relatives au coût de l'électricité. Chers consommateurs, c'est par la négociation que des résultats tangibles ont été obtenus. C'est pourquoi nous vous demandons ici et maintenant de mettre un terme à toutes les manifestations sur toute l'étendue du territoire national. Manifestation contre la CIE, violence à l'université. Le Rassemblement des Républicains donne sa position sur ces récents événements. Le parti a invité les populations au calme et à la vigilance. Les derniers événements survenus dans le pays ne laissent pas indifférent le RDR. Protestation contre la compagnie ivoirienne d'électricité CIE, suivie d'actes de vandalisme. Manifestation à l'université d'Abidjan. Le parti analyse la situation sociale. Le RDR condamne avec fermeté ces actes de vandalisme qui visent, in fine, à créer un pseudo-climat insurrectionnel et à ralentir ainsi le progrès économique et social instauré depuis 2011 sous la houlette du président Alassane Ouattara. Le RDR rassure les Ivoiriennes et les Ivoiriens ainsi que tous les habitants de la Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara met tout en œuvre pour préserver la paix, la justice sociale ainsi qu'un environnement favorable à l'investissement. C'est à cette condition que le progrès social auquel aspire légitimement chaque Ivoirien va se consolider. Le RDR, dans sa déclaration de ce samedi, invite les secrétaires départementaux, responsables des structures spécialisées, commissaires politiques et l'ensemble des structures d'encadrement à se mobiliser pour faire échec à toute tentative de manipulation des populations. Face à cette situation, une réunion du bureau politique est prévue ce lundi. Direction Yamoussoukro, où l'atelier bilan du système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État a débuté. La SICFAE est un dispositif pour une gestion rationnelle des ressources humaines. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Kader Sogodougou. L'effectif des fonctionnaires et agents de l'État en Côte d'Ivoire est passé de 160 000 en 2010 à 186 508 agents en 2016 pour une masse salariale de 1 331,6 milliards de francs CFA, soit 46,5% des recettes fiscales et 7% du PIB. Pour une gestion des ressources humaines de l'administration
qui tient compte des capacités financières de l'État, qui permet également des économies pour financer les investissements, il y a lieu de maîtriser la masse salariale tout en restant performant. Ainsi, en 2013, des ingénieurs ivoiriens ont conçu le système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État SIGFAE. En 3 années, il a permis à l'État d'économiser environ 40 milliards de francs CFA. En outre, il a réduit le déplacement des agents vers leur ministère. À ce sujet, le site www.igouv.ci est visité par 28 500 personnes par jour. 72 817 actes administratifs y sont téléchargeables. Le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, qui veut faire du SIGFAE l'outil indispensable pour une administration ivoirienne performante, trouve indiqué de dresser un bilan après 3 années pour repartir de plus belle. Tous les acteurs du système ont été invités au présent atelier, au cours duquel il leur sera demandé de faire le point de l'utilisation de cette application informatique, de relever les difficultés, les dysfonctionnements rencontrés et de proposer ensemble des solutions d'amélioration. Prenant la parole, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement porte beaucoup d'espoir en ces travaux. Il s'agit de mettre en place une administration caractérisée par l'ordre et la rigueur, la rationalisation des méthodes de travail, la concentration des moyens d'action et surtout, et je le souligne, la culture du résultat avec pour objectif final le service aux citoyens. L'atelier bilan sur le système de gestion des fonctionnaires et agents de l'État SIGFAE va durer 2 jours. Ici à Abidjan, l'hémicycle a abrité hier une plénière. Elle a vu l'adoption du projet de loi portant organisation du référendum pour une nouvelle constitution. D'autres projets de loi ont également été adoptés. Une loi pour organiser le référendum, mais que renferme cette notion? Quand et comment peut-on y recourir? Alexis Ouedraogo nous donne des réponses. Un référendum pour une nouvelle constitution en Côte d'Ivoire est annoncé pour la période septembre-octobre prochain. Jeudi à l'Assemblée nationale, le projet de loi organique portant organisation du dit référendum a été arrêté. Une question sera posée aux Ivoiriens. Approuvez-vous le projet de constitution proposé par le président de la République? Mais pour comprendre cet enjeu, il faut savoir qu'est-ce qu'un référendum? Eh bien, c'est une procédure de vote permettant de consulter directement les électeurs sur une question ou un texte qui ne sera adopté qu'en cas de réponse positive. La Constitution prévoit 4 cas de référendum: pour l'adoption d'un projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, pour l'adoption d'un projet de loi tendant à autoriser la ratification d'un traité, pour réviser la Constitution ou pour soumettre à la décision des électeurs d'une collectivité un projet d'acte relevant de sa compétence. Le référendum est donc avant tout un instrument de démocratie directe, car il permet au peuple d'intervenir directement dans la conduite de certains domaines de la politique nationale ou locale. Aujourd'hui, plusieurs observateurs proposent de recourir davantage à ce mode de fonctionnement, notamment pour faire évoluer certains secteurs de la vie sociale difficiles à réformer. Toujours en politique, les jeunes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix se prononcent en faveur d'une forte représentation au Parlement. Une volonté affichée dans l'optique des législatives. Ils ont échangé sur la question avec le président du directoire du RHDP, Amadou Soumaoro, Kader Ouattara, Abou Sanougou. Les jeunes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, veulent défendre les couleurs de leur parti aux élections législatives qui se tiendront dans le courant de cette année, mais aussi prendre toutes les places au sein du futur Parlement. Raison pour laquelle ils sont allés plaider auprès du président du directoire du RHDP pour qu'un accent particulier soit mis sur les candidatures des jeunes lors de ces législatives. Il s'est agi de porter un message de plaidoyer en faveur de la jeunesse, militants de nos différents partis, membres du RHDP, pour qu'un regard favorable soit porté sur leur candidature
à l'occasion de ces élections qui s'annoncent à grands pas. Et nous avons eu une oreille très attentive à nos doléances. En retour, le président du directoire du RHDP, Amadou Soumaoro, les a assurés d'une attention qui sera portée par le directoire sur leurs doléances. Aussi les a-t-il exhortés à s'investir pleinement dans la construction du parti unifié RHDP. Notons que les élections législatives en Côte d'Ivoire auront lieu en décembre prochain. Parlons mine à présent. La troisième phase de l'opération de destruction des sites de l'orpaillage clandestin est arrivée à son terme. L'ORPI 3 a été couronné de succès. Les ministres de l'Industrie et de la Défense se sont rendus sur les lieux. Sam Konan, Hermaniami. Fin de l'opération ORPI 3 dans l'ouest du pays. Comme les précédentes ORPI 1 et 2 au nord et à l'est, elle aura été couronnée de succès. Avec ces opérations, il s'agit de mettre en application la décision du gouvernement sur la fermeture de tous les sites d'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. Pour en savoir davantage sur ces opérations menées conjointement par le ministère chargé de la Défense et celui de l'Industrie et des Mines, les ministres Alain Donvaï et Jean-Claude Brou étaient sur le terrain. À l'étape de Bio et à la suite des explications du colonel Mbaya Patrick, chef des opérations de la gendarmerie nationale, et du commandant Bongo Jules, chef de la cellule des opérations du Bassa-Sandra, la satisfaction est totale. Et donc il faut sensibiliser nos parents pour qu'ils ne donnent pas les terrains pour de l'orpaillage à des opérateurs qui n'ont pas d'autorisation. C'est ça la situation. On peut faire de l'orpaillage, mais alors il faut que ce soit de l'orpaillage autorisé. Je l'ai dit, la loi minière, le code minier autorise l'artisanat minier. Ok? Mais il faut avoir une autorisation. Pour le ministre Alain Donvaï, le moment est venu d'intensifier la surveillance et le contrôle à tous les niveaux. Quand on voit le type de matériel qui est utilisé sur ces sites, il faut bien que ce matériel arrive sur les sites, donc passe par des routes, ne passe pas par des pistes. Donc à ce niveau-là aussi, il faut qu'on soit plus vigilant sur la surveillance et sur le matériel qui est transporté par les engins pour pouvoir sécuriser ces périmètres. 429 sites d'orpaillage illicite identifiés ont été fermés sur toute l'étendue du territoire national par les hommes du général Gervais Kouassi avec à la clé plusieurs arrestations. Rendons-nous à Tanda, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où des handicapés ont reçu des prothèses et des voiturettes. C'est un don de l'ONG 1040 Initiatives. La remise s'est faite le week-end dernier. Mamadou Kouassi. Et voici à ma gauche les frères et les sœurs qui, dans cette semaine, ont obtenu une jambe. Bon, c'est le commencement, donc petit à petit, je suis convaincu qu'ils ne vont plus marcher avec les béquilles. C'est un nouveau départ pour ces personnes amputées des jambes. Ces prothèses donneront du rythme à leur vie, comme ces voiturettes pour ces handicapés de la commune de Tanda. Cette action de portée sociale a pu être possible grâce à l'ONG 1040 Initiative. Le maire de Tanda, Kone Amadou, a témoigné la reconnaissance des populations à Mike Cousino, président de cette ONG américaine. Monsieur Mike Cousino, my brother, qu'est-ce que je peux dire? Quand on va aux États-Unis, on a des assemblées. Ils s'associent avec des gens de bonne volonté, des gens capables pour réfléchir comment est-ce qu'on peut faire avancer la cause de Tanda. Thank you, my brother. Au nom de tous les partenaires au développement de Tanda, Simon Soro, président de l'ONG Vie, souhaite accomplir des œuvres plus grandes à Tanda dans le cadre de ce partenariat. C'est avec abnégation que je parle. Je connais ta détermination et ça, nous devons te saluer car nous attendons plus que ce que tu as déjà fait. Le président de l'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Gilbert Kafana Kone, a encouragé le maire de Tanda, Kone Amadou, pour ses initiatives sociales en faveur des couches défavorisées. Des handicapés soulagés, mais les populations aussi. 4 mois après les attentats de Grand Bassam, la cité balnéaire ne désemplit pas à nouveau. La peur est passée. La vie a repris sur les plages et les activités ont redémarré dans les commerces. On peut le dire, la joie et la gaieté d'antan sont encore de mise depuis l'attaque du 13 mars dernier. Notre reporter Serge Koleya a fait son constat. Dimanche ensoleillé sur Grand Bassam en ce mois de juillet. Le vent des vacances souffle sur la cité balnéaire. Des jeunes en provenance d'Abidjan s'activent. Bon, nous partons sur la plage de Bassam. C'est venu voir le coin, un peu comment le coin va. Comme eux,
nous décidons de prendre le pouls des plages 4 mois après l'attentat meurtrier qui a fait plus de 20 morts. Sur le vieux pont qui relie le reste de la commune à l'ancienne ville coloniale, des minicars bondés roulent en direction du rivage de la mer et de ses lieux de détente. Sur place, des centaines de vacanciers profitent de ces moments propices à la nage et à la détente. L'ambiance et puis il y a du monde. On se rend compte que les choses ont bien repris et on est vraiment content. Aucun doute pour eux, le 13 mars n'est rien d'autre qu'un triste et mauvais souvenir à vite oublier. Je pense que la plage est sécurisée. Tout le monde doit venir à la plage sans avoir peur. Balade entre copains, bouffe party, causerie en amoureux, football de plage, équitation, les visiteurs s'occupent. Certains sont venus en famille, comme cette jeune fille, accompagnée de son enfant. En tout cas, vraiment, il y a la vie à Bassam. Preuve que Grand Bassam retrouve des couleurs sans peur. Ce photographe que nous avons trouvé à l'œuvre ne pouvait espérer mieux. Il est 14 h, j'ai à peu près fait 100 photos. Donc jusqu'au soir, peut-être je peux arriver à 150, ça dépend. Si ça pourrait se remplir comme ça, chaque jour comme ça, on sera très content. Pour les hôteliers et restaurateurs rencontrés, les choses n'ont pas du tout été roses ces 4 derniers mois. C'est vrai, après le 13 mars, les chiffres étaient très bas, mais aujourd'hui, on arrive à payer le personnel, on paye les factures, on a réussi à refaire un peu les choses. Les touristes reviennent. Vous-même, vous pouvez constater derrière moi, chaque jour que Dieu fait, on ne fait que recevoir les touristes. On peut le dire, au regard de l'ambiance, 4 mois après l'attentat de Grand Bassam, la cité balnéaire retrouve progressivement son statut de ville de tourisme et de détente par excellence. Un mot de littérature. Après plusieurs années sans sortir d'œuvre, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, revient avec L'État zéro ou la guerre des Gaou. L'ouvrage, un conte romanesque, plonge le lecteur dans l'histoire agitée de la Côte d'Ivoire. Il a été dédicacé mardi dernier à l'hôtel du district d'Abidjan. Issa Yeo, Abou Sanougou. Un conte romanesque pour plonger le lecteur dans l'histoire agitée de la Côte d'Ivoire, coincé dans les serres de la guerre. L'État zéro ou la guerre des Gaou consacre le retour de l'écrivain Maurice Kwaku Bandama à sa première passion, le conte qu'il a révélé au monde. À travers cette œuvre de 286 pages, le Grand Prix littéraire d'Afrique noire retrouve son style ample et plein de fougue, son verbe loufoque et ses images percutantes. L'État zéro ou la guerre des Gaou, comme tout conte, transporte le lecteur dans le merveilleux où l'écrivain demeure le témoin de son temps. Ce que je veux montrer dans cette œuvre, c'est que par-delà nos ambitions, nous devons demeurer humains, nous devons demeurer humbles. L'écrivain est un rêveur, l'écrivain est un homme, est un artiste qui pense que la justice est possible. Pour les lecteurs, L'État zéro ou la guerre des Gaou est une œuvre aboutie. C'est l'écriture qui nous réconcilie avec la bonne écriture, la belle écriture. On a l'impression que l'écrivain est en transe au moment où il écrit. On retrouve la primordialité du monde dans sa jeunesse, l'enfance, l'accouchement du monde, la difficulté d'accouchement avec tous ces avatars. L'État zéro ou la guerre des Gaou, dont la dédicace a eu lieu au plateau, est le 14e livre de l'écrivain ministre Maurice Kwaku Bandama. Hors de la Côte d'Ivoire, l'organisation État islamique a revendiqué ce samedi sa pire attaque en Afghanistan. L'attentat, l'un des plus sanglants jamais commis à Kaboul, a été perpétré lors d'une manifestation de la minorité chiite. Bilan, 80 morts et 231 blessés. Selon les services de renseignement afghans, 3 assaillants ont participé à l'attaque, dont un seul a réussi. À la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI1.